Bonsoir à tous. Merci de répondre au présent un 30 décembre, la veille du réveillon entre Noël et Nouvel An. Donc merci à vous. C'est un sujet qui a été extrêmement, comment dire, vous avez été très nombreux à répondre, en tout cas, à exprimer votre souhait sur justement mettre en place quelque chose un peu plus dynamique sur la prise en charge de l'émi-négligence. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. On doit être plus de 200 inscrits, je crois, à l'heure où je vous parle. On ne sera pas 200 présents, bien évidemment, mais en tout cas, on est déjà à plus de 200 inscrits. Donc c'est la preuve que c'est quelque chose qui est intéressant et qui peut-être vous gêne dans votre pratique. Voilà, est-ce que déjà vous avez un peu des attentes donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre à tout ça. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ce webinaire? Est-ce que vous attendez à qu'est-ce, voilà, qu'est-ce que vous voulez avoir comme information à la fin de ce webinaire? Qu'est-ce qu'une prise en charge dynamique, par exemple? Comment on peut mettre en place cette prise en charge dynamique? Quelles sont les limites? Enfin voilà, toutes ces questions-là, je vais essayer d'y répondre euh, en deux webinaires. Donc si déjà vous avez des questions, moi ça me permettra déjà de pouvoir aussi orienter mon discours par rapport à ça. Je vous rassure, mes diapos sont faites. Ça va, y a pas de souci. Alors ça va pas être très lourd, hein. C'est vraiment juste, je vais parler par rapport à la conduite. Donc la conduite automobile, je suppose. Alors tu vas être un tout petit peu frustré parce que ça c'est quelque chose que j'ai prévu pour le mois prochain. Je vais en faire un tout petit, je vais faire une toute petite parenthèse par rapport à la conduite quand on a une émi-négligence. Euh, En fait, je me suis rendu compte quand j'ai posé la question sur LinkedIn, justement, sur savoir est-ce qu'on peut conduire après une négligence. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous pensent que oui. Or, la loi est très stricte là-dessus. L'émi-négligence un, est un symptôme, enfin, en tout cas, d'une maladie qui empêche d'office la reprise de la conduite automobile. C'est interdit. Mais je vais en parler là après. Et au prochain webinaire, je vous en parlerai aussi. Mais là, ce sera plutôt sur tout ce qui est troubles neuro, sclérose en plaques, AVC, maladie Parkinson, etc. Mais en tout cas, pour les négligences, ce qui est sûr, c'est que la reprise de la conduite est impossible. Voilà. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, c'est dans la loi. Et à mon avis, ça ne changera pas. Mais ça, je ferai vraiment un gros truc là-dessus le mois prochain. Donc aujourd'hui, le plus gros point qu'on va soulever, c'est la différence entre une prise en charge statique et une prise en charge dynamique. Donc déjà, il y a une différence entre ce que moi j'appelle une prise en charge statique et ce que j'appelle une prise en charge dynamique. Cette différence, elle est vraiment très simple. C'est qu'en fait, tout ce qui est statique, c'est donc tout ce qui ne va pas bouger en termes de rééducation et également en termes de diagnostic. Alors, quand je dis ça ne bouge pas, c'est-à-dire que c'est fixe. Ce qui était à gauche avant reste à gauche, ce qui était à droite avant reste à droite, ça ne bouge pas. Et donc, au niveau statique, on a par exemple un livre. Finalement, à part souvent quand je tourne la page, là ça change, mais les mots ne vont pas changer. Le test des cloches, les cloches ne bougent pas, elles ne sont pas mobiles. Ce qui est un tout petit peu différent dans la tape, qui elle est beaucoup plus dynamique. Parce que ce qui se passe à gauche d'un coup ne l'est plus, il passe à droite, etc. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus dynamique, donc on gagne en finesse. En fait, je me suis posé cette question il y a plusieurs années quand j'ai travaillé à l'hôpital Erasme en 2018. C'était avec un patient qui m'a dit très clairement, je me souviens, en fait je l'ai noté parce que je trouvais ça extrêmement intéressant ce qu'il m'a dit. Je me suis dit, ça je vais le garder parce que ça va me servir plus tard. Donc c'est une discussion avec ce monsieur. Il m'a dit, vous savez, quand vous me donnez un livre ou une page, j'ai juste à trouver le bord pour voir les limites de l'environnement et m'adapter. Sous-entendu, voilà, je sais où est le début et la fin d'un livre. Je m'organise pour pouvoir avoir le côté gauche et le côté droit. Ce qui se passe dans le livre ne bougera pas, jamais. Voilà, sous-entendu, bah, les mots vont pas d'un seul coup se mettre à bouger. Et la différence m'expliquait qu'à la maison et dans la rue, tout bouge tout le temps. Donc pour lui, c'est voilà, ce qui était loin, donc dans la rue il y a 5 secondes, sera prêt l'instant d'après. Et en fait, pour lui, il n'arrive pas à se rendre compte de ces choses-là. Son café bouge, sa tasse disparaît, mais il se rend bien compte qu'elle n'est pas toute seule. Il le dit lui-même, je suis pas fou, mais mon environnement est dynamique. C'est-à-dire que sa femme passe, prend sa tasse, va la mettre ailleurs, lui rapporte quelque chose. D'un seul coup, pour lui, il y a quelque chose qui apparaît, alors qu'il n'était pas là avant.
parce qu'il n'a pas fait attention qu'il y a eu un mouvement de son côté, etc. Donc pour lui, son environnement, il le considère comme étant dynamique et pas statique. Et donc moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme différence. C'est de dire, oui, effectivement, c'est vrai que quand je fais une évaluation, elle est statique. Alors oui, il va prendre plus de temps, mais il va savoir dire, bah ouais, toutes les cloches qui sont à gauche, je peux les détecter parce que, en fait, comme l'environnement ne bouge pas, bah, j'ai largement le temps de déplacer mon attention pour pouvoir barrer toutes vos cloches. Et en rééducation, c'est pareil, au bout d'un moment, il dit, je savais où était le bord du livre, le bord de la feuille A4 que vous me proposiez. Mais du coup, dans ma vie de tous les jours, ça change pas grand-chose parce que vous me proposez du statique, or ma vie, elle est dynamique. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un problème. Ce problème-là, il est pas forcément que sur l'hémi-négligence, mais en tout cas, ça en fait partie. Donc, l'hémi-négligence, c'est l'incapacité à détecter, s'orienter vers ou répondre à des stimuli porteurs de signification lorsqu'ils sont présentés dans l'hémi-espace contralésionnel, opposé à la lésion. Là, je suppose que vous êtes tous neuropsychologues ou en tout cas étudiants dans le domaine, donc je ne reviens pas là-dessus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ça reste la division d'Hellman en 73. Et aujourd'hui, savoir qu'il y a des études qui essayent à démontrer qu'il existe aussi une incapacité à mémoriser des éléments lorsqu'ils sont présentés dans l'hémi-espace contralésionnel. Alors, c'est encore controversé. En gros, ce qui se passerait, c'est que ce ne serait pas un problème attentionnel, ce serait un problème de mémorisation. C'est-à-dire qu'on voit, on fait attention, on ne mémorise pas. Mais c'est voilà, c'est sujet à controverse. Donc, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, je voulais aussi vous en parler si jamais vous vous posez un peu la question. On doit aussi, lorsqu'on fait la rééducation de l'hémi-négligence au niveau attentionnel, partir aussi sur un niveau mnésique et travailler aussi tout ce qui est mémoire dans l'hémi-champ gauche. Donc moi, je suis parti de ce cas-là, de ce patient qui m'a discuté un peu de cette différence dynamique-statique. Donc on va l'appeler Monsieur P, bien évidemment. Il avait à l'époque 65 ans, un ancien chauffeur de bus qui est donc maintenant retraité, pensionné, et qui a fait un AVC, et donc il y a eu une héminégligence et une hémiplégie partielle. Donc l'héminégligence était totale, l'hémiplégie était partielle. Ses objectifs à lui, c'était se balader seul dans la rue, en totale sécurité. En gros, pas me faire renverser. C'était clairement ça son souci. Accompagner son petit-fils dans les activités quotidiennes. Donc, c'est des déplacements en ville. Je crois qu'il l'amenait à la piscine, au sport. Enfin, voilà, dans ses activités. Ou l'aller chercher à l'école. Voilà. En tout cas, c'était ce genre de choses dont il avait besoin. C'était de se sentir en sécurité quand il était dans la rue. Donc, un environnement ultra dynamique. Et avoir aussi tout ce qui était autonomie à la maison. Alors, c'était aller aux toilettes parce qu'il se perdait toujours dans son appartement. Ça fait un peu cliché sur les négligences, mais c'était vraiment le cas et c'était pas drôle à voir, mais on voyait qu'il tournait toujours en rond pour pouvoir avoir tout ce qui se passait dans son champ droit. Au niveau de ses repas aussi, pouvoir mettre la table, préparer un petit repas, manger, etc. Ça, c'était quelque chose qui était important pour lui. Donc, au titre, tout ce qui était sécurité à la maison, parce que plusieurs fois, il s'est pris les pieds dans des choses qui étaient. Il me dit, bah, je regarde avant de me lever, hop, je me lève et au moment, je me tombe sur quelque chose qui n'était pas là l'instant d'avant. Soit parce que madame avait déplacé quelque chose, soit parce qu'il n'avait pas fait attention, ou alors qu'il n'avait vraiment pas traité l'information. Donc pour lui, c'était extrêmement compliqué de travailler dans ces choses-là. Donc ma rééducation, à l'époque, c'était de faire quelque chose d'assez classique, donc très statique. On avait des exercices de barrage, on avait des exercices de lecture avec différentes marges. On a travaillé ça pour qu'il puisse aussi reprendre la lecture, c'était quelque chose qu'il aimait bien. On a travaillé sur des labyrinthes, on a travaillé sur de l'exploration visuelle, etc. Et après, il a cartonné, un an après, je crois, il cartonne au test des cloches et tous les tests statiques de l'héminégligence sont OK. Mais son héminégligence, elle est toujours là, et elle sera toujours là. Et je me dis, mais c'est pas possible. La tape, il se rate, mais le test des cloches, il le réussit. Avec une stratégie d'exploration visuelle top, un peu en deçà au niveau du temps, mais bon. Pour moi, c'était correct, et je me suis dit, il y a vraiment ce problème statique-dynamique, donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de recherches là-dessus pour m'intéresser. Et donc, ce qu'il me disait, donc en fait, j'avais des exemples
je parlais avec lui, il me disait, bah voilà, je comprends pas, il y a des voitures qui sortent de nulle part. Des fois, je les vois, elles sont loin, mais après, elles me klaxonnent juste à côté, alors qu'elles étaient loin. Voilà. Donc pour lui, il a du mal à se rappeler où étaient les voitures, qu'elles étaient en mouvement. Il devait faire attention à ces choses-là. Pour lui, c'était très compliqué. Il dit, je me lève de mon fauteuil, on allant au frigo, je renverse le fer à repasser, alors que j'ai pas vu que ma femme repassait. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. La lecture, ça va, je me débrouille. Des fois, je trouve pas le début de la phrase, mais je m'aide avec mon pouce pour suivre. Donc là, c'était tout un système de guide pour l'aider. Donc là, très clairement, ce qui se passe, c'est que dans les choses statiques, il arrive à compenser, comme la lecture. Mais dans tout ce qui est dynamique, il n'y arrive pas. Alors, il faut savoir qu'il avait une négligence qui était non allocentrée, donc ce n'était pas sur l'objet, mais qui était égocentrée, donc qui était sur son référentiel. Donc c'était bien évidemment tout son hémichambien gauche. Alors j'ai plus le degré d'excentricité. On n'était pas pile poil en plein milieu, hein, bien sûr, ça n'existe pas, mais on avait quelque chose d'un peu plus nuancé. Et donc je me suis posé la question en me disant comment je crée un environnement dynamique. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ce genre de problématique, qui sont déjà tombés face à ce problème-là? Je sais pas si genre je peux poser des questions et faire des statistiques dessus. Enquête. Ah, j'en ai pas, faut que je le crée avant. Alors c'est récurrent. Ouais, voilà. Donc vous avez effectivement vous aussi ce problème de la différence statique-dynamique. Et donc du coup, est-ce que vous créez des évaluations dynamiques ou des rééducations plus dynamiques? Vous avez déjà essayé de faire ce genre de choses? Matériel informatisé ou manipulation spatiale en 3D. Ok, donc voilà, on a déjà deux éléments de réponse. 3D, 3 dimensions et matériel informatisé. Vous allez voir, hein, je vais vous amener petit à petit là où je veux vous emmener, donc vous inquiétez pas. C'est normal. En tout cas, oui, effectivement, on est obligé du coup de passer sur du matériel informatisé parce que c'est là on peut jouer sur du dynamique. Tout peut changer d'un coup. C'est pas imprimé noir sur blanc. Donc effectivement, passer sur de l'informatisé, c'est quelque chose qui est intéressant. Manipulation spatiale en 3D. Alors, manipulation spatiale en 3D. Est-ce qu'on parle de 3D de type réalité virtuelle, euh, tout ça, ou tout simplement d'objets existants? Et dans ce cas, on doit essayer de les reconnaître, par exemple, ou de les percevoir dans l'environnement. Du coup, ça peut faire ça peut faire une différence quand même. Rotation mentale de scène, chercher le point de vue, plier et déplier des modèles géométriques 3D. D'accord, ok. Ok, donc je vois très bien. Ouais, alors, il y a pas mal j'ai eu pas mal d'études comme ça qui avaient essayé de faire ce genre de choses. Il y avait des résultats assez intéressants. En fait, la personne, elle avait le point de vue du dessus et après, elle devait retrouver son chemin euh, dans une ville, je sais plus trop où, en Italie. Et de temps en temps, elle pouvait re-switcher par en haut pour essayer justement de se repérer comme sur un plan. Euh, et ça, c'était assez intéressant à voir. Ok. Donc, il y en a qui ont déjà essayé. Je suppose qu'il y en a qui n'ont pas essayé pour diverses raisons. On va essayer de voir un peu comment on pourrait faire. En tout cas, moi, je vais vous donner un outil que j'utilise pour faire ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on peut faire. Hein. On peut tout simplement, pour faire en plus de l'écologique, c'est aller se balader dans la rue avec le patient. C'est quelque chose que j'adorais faire. C'était aller me balader dans les rues. Alors, là où je travaillais, c'était un peu excentré, donc je n'avais pas ce côté un peu rue, mais j'avais des parcs, des jardins. Et quand il marchait, je devais lui demander voilà, qu'est-ce que vous voyez sur votre gauche, regardez-moi bien. Enfin, on essayait de voir un peu, de percevoir. Et ben voilà, dites-moi quand vous voyez une voiture arriver. Voilà, on avait cette possibilité de pouvoir travailler ce genre de choses. Alors, du coup, c'était pas des rues commerçantes, donc il n'y avait pas trop de danger. Donc, c'était écologique, mais sans non plus reproduire l'environnement même du patient. Je pouvais pas aller chez lui.
Après, si on peut aller à son domicile, c'est tant mieux, hein. On peut travailler avec lui, prendre le métro. C'était le but aussi, c'était qu'il prenne le métro. Les transports en commun. Ça, c'était pas évident parce il venait d'assez loin sur Bruxelles et du coup, ça faisait une sacrée traversée pour lui. C'était un peu plus complexe, mais voilà. Faire des magasins. On peut faire des magasins. Nous, on avait un magasin aussi, donc ça, c'était cool, on pouvait faire ça. Alors, bien évidemment, on évite les jours de solde, les Black Friday, des trucs comme ça, parce que, voilà, on va pas mettre son patient en danger. Je suis débordé, j'y arrive pas. Bah oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres raisons qui font que vous n'y arrivez pas. Dans les couloirs, on peut travailler dans les couloirs de l'hôpital aussi, justement pour voir un peu comment il se débrouille, comment il fait attention aux choses, etc. On peut créer cette situation-là avec des ergots, d'autres neuropsy ou du personnel hospitalier avec qui vous travaillez pour créer des situations spécifiques, quelqu'un qui s'arrêterait ou qui serait peut-être qui prendrait quelque chose d'assez lourd ou d'assez large pour voir comment la personne elle éviterait l'obstacle, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire qui sont assez intéressantes. Si vous avez la possibilité de le faire, sur un parking par exemple, créer des situations où vous conduisez, ou quelqu'un conduit très loin, très sécurité, et pour voir un peu comment la personne gère en vrai. C'est très complexe à mettre en place, j'imagine bien, mais c'est quelque chose que l'on peut faire. Après, on peut utiliser des simulateurs de rue. Alors, les systèmes Cave ou le Tor, et pas le Torp. Voilà, le Tor. Donc les systèmes Cave, donc c'est assez coûteux, hein, ça je le conçois. En plus, les systèmes Cave, ce sont des choses qui commencent à devenir difficiles à trouver. Le Tor à Lille, il n'y a que là, de toute façon, donc on ne s'embête pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met les patients dans un environnement qui est totalement sécurisé, qui est virtuel, et en fait, on voit un peu les mouvements qu'ils font. Donc ici, on voit que dans le Tor, par exemple, s'ils sont dans une rue, ils peuvent se balader, et on aurait très bien pu mettre des passants, et voir un peu comment ils se débrouillent, etc. Pareil, hein, dans les systèmes quêtes, c'est exactement la même chose. On peut faire des visites de musées, par exemple. Voilà. En fait, l'environnement s'adapte au positionnement de la tête. C'est pour ça que pour nous, ça fait un peu bizarre et déformé, mais pour le patient, c'est pile poil ce dont il a besoin au niveau de sa vision. Voilà, c'est vraiment bien fait. Si jamais vous avez l'occasion de pouvoir le visiter, l'Equipex à Tourcoing, faites-le, ça vaut le coup. C'est vraiment, vraiment tip top. Alors, on va donc parler de cette fameuse parenthèse sur la conduite. J'avais discuté avec certaines personnes qui me disaient les simulateurs de conduite pour les négligences, c'est vraiment intéressant. Oui et non. Alors oui, c'est intéressant parce que c'est un environnement dynamique. Euh, la personne est en totale sécurité. Elle se rendra bien compte que la conduite, c'est compliqué. Le problème, c'est que si on prend cette porte-là, cet accès-là, les patients vont se dire, si on me met dans les simulateurs de conduite, c'est pour que je reprenne la conduite derrière. Or, les négligences et conduite, c'est niette. Donc forcément, les simulateurs de conduite, pour les négligences, moi je suis pas pour, parce que le message qui est derrière, je pense, peut être mal compris et mal perçu par les patients. Donc voilà. Au niveau de la législation, sur tout ce qui est troubles cognitifs, rééducation, les délais d'attente entre le moment où j'ai fait mon AVC et ma rééducation, le moment où je peux reconduire, qu'est-ce que je dois faire pour reconduire? Alors déjà, c'est différent d'un pays à l'autre. Entre la France, la Belgique et la Suisse, il y a beaucoup de différences. Donc déjà, ça va être aussi un peu, entre guillemets, au cas par cas. En tout cas, légalement, aucun patient ne peut reprendre la conduite avec une négligence. Ça, c'est sûr. C'est ce que j'expliquais dans ma newsletter du mois de décembre, mais que je réexpliquerai dans un article, je pense, la semaine prochaine. C'est vraiment les négligences, c'est pas possible. Nous, on a libéré les patients en leur disant vous ne pouvez plus conduire, qui sont revenus. Enfin, un patient en tout cas qu'on avait libéré, qui ne pouvait plus conduire, qui est revenu une semaine après pour un accident de la vie publique parce il s'est mangé un arbre en voiture alors qu'il n'avait pas le droit de conduire. Et alors, la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'on a mal fait notre travail d'information, ou c'est passé pour le patient, c'était pas possible de vivre sans conduire. Donc il y a ça aussi qu'il faut réfléchir. Voilà. Donc en tout cas, c'est ce dont on va parler au prochain webinaire en janvier. Il faut savoir que ces patients-là risquent, s'ils conduisent, ils risquent au niveau pénal. Donc ils peuvent faire de la peine de prison
Au niveau des assurances, ils ne seront plus couverts et ils risqueraient de devoir payer. Donc en fait, pour eux, c'est très 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 contraignant, c'est très complexe. En tout cas, c'est pour ça qu'on n'aborde pas les simulateurs de conduite. Voilà, petite parenthèse terminée. Du coup, au lieu d'avoir un simulateur de conduite, utilisons un simulateur de vie. Alors, on va pas faire les Sims, parce que c'est vu par au-dessus, mais sinon ça pourrait être extrêmement intéressant de pouvoir jouer aux Sims, mais être en vue à la première personne, ça ce serait top. Donc ceux qui développent les Sims, si jamais vous m'écoutez, voilà, on rigolera bien, ce sera marrant. Un simulateur de vie. Alors, j'ai mis ce terme-là parce que je le trouve assez intéressant et rigolo. Simulateur de vie, simuler la vie, c'est un peu rigolo. Simuler la vie de tous les jours, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire grâce à ces simulateurs de vie? Donc, on va partir d'un truc très simple, ça va être une application en réalité virtuelle qui va permettre justement de pouvoir faire ce genre de choses plus facilement. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé de la réalité virtuelle pour la rééducation ou le diagnostic avec leurs patients? Ok. Un prêt de matériel, d'accord. Non, ok. Donc, dans la majorité des cas, vous ne l'avez quasiment pas utilisé. Alors, donc, je remets juste dans le contexte, réalité virtuelle, il y a avec une équipe de recherche, d'accord. Donc, en réalité virtuelle, il y a un continuum d'immersion qui fait qu'on peut être dans du non immersif. Donc là, si vous êtes tranquillement comme moi en ce moment, lumière allumée sur un petit écran d'ordinateur, vous êtes en non immersif. Si par exemple, moi je lève la tête, j'ai mon écran incurvé, que j'éteins la lumière, je serais plutôt sur du semi-immersif. Et si je mettais un casque de réalité virtuelle, je serais dans du full immersif, totalement immersif. Donc dans ce continuum-là, on doit pouvoir se placer. Les trois sont très efficaces. Semi-immersif et totalement immersif étant les plus efficaces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cette NSU au niveau des simulateurs de vie? Ben déjà, il va falloir qu'on trouve un environnement écologique. Donc, il va falloir qu'on trouve un environnement de vie. Donc, c'est pour ça que les simulateurs de conduite, tout le monde dit, ouais, c'était bien, parce que du coup, c'est la rue, c'est la vie, etc. Ok. Donc, on va essayer de trouver un environnement écologique. Donc, ça peut être la maison, un magasin, un bureau, enfin voilà, là où les gens vivent. Ce serait ça un environnement écologique. Et trouver des exercices écologiques, ça, c'est plus dur. Parce que ce qu'on peut retrouver parfois, euh, c'est une espèce de test papier-crayon déguisé. Typiquement, comment on pourrait faire ça? C'est mettre des... Comment dire? C'est mettre le patient dans un environnement écologique. Donc, ce serait un canapé, salon, avec la télé qui fonctionne devant lui. Et il devra détecter des stimulus à gauche et à droite sur l'écran, mais des stimulus qui sont pas... Enfin voilà, quoi. C'est comme si on faisait un stroop et qu'on le mettait simplement défiler devant la télé qu'on est faussement en train de regarder. Du coup, ça n'a pas d'impact. Donc, pour que ce soit vraiment le plus impactant possible, il faut que votre environnement soit écologique et que votre tâche soit écologique. C'est ça qui est plus dur, c'est de trouver des tâches écologiques. Je vais donner des exemples, hein, rassurez-vous. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, quel type d'exercice? On va être sur des choses qui vont nécessiter des mémorisations des éléments qui vont être à gauche ou à droite, ou porter attention à des éléments qui sont à gauche ou à droite, déposer des objets de la gauche ou de la droite vers la gauche ou vers la droite. Donc ici, je prends un objet à ma droite, je le dépose à ma gauche. Je prends un objet à ma gauche, je le dépose à ma droite, gauche, gauche, droite, droite. Enfin, vraiment tout ce genre de choses, mais de mettre dans une tâche du quotidien. Mettre la table, par exemple. Surveiller une cuisson, cueillir des légumes, éviter les obstacles, etc. etc. Je vois qu'il y a plein de coquilles dans mon truc, je suis désolé. Euh, donc voilà, leurs deux tâches écologiques. Ça peut être ce genre de choses. Ça va être pertinent parce que pour le patient, ça va lui parler. Et ce sera plus facile pour lui ensuite mettre ça en pratique dans son quotidien parce que c'est quelque chose qui est demandeur et quelque chose qui risque de faire au quotidien. Alors, dernièrement, je suis tombé sur un super article
en tout cas une façon de faire qui était assez intéressante. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur ma page, sur mon YouTube, Sébastien Serlet Real IT. Et donc sur ma page YouTube, vous avez ce genre de petites choses. Donc ici, c'est suite à un article qui est sorti en octobre. Et donc, ici, la tâche, elle est très simple. Traverser la rue pour aller poster une lettre de l'autre côté de la rue. Donc, il y a 2 rues à traverser. Et alors, on va jouer sur certains paramètres. La vitesse des véhicules, allant de vite à moins vite. Et vous allez pouvoir alterner aussi si vous avez par exemple, la double voie, si c'est droite-droite, gauche-gauche, droite-gauche, gauche-droite. Et on est sur la réalité virtuelle avec un casque. Donc ici, on voit, c'est un environnement dynamique, les gens bougent. Là, ici, on voit pour l'instant, il n'y a pas de voiture. Donc, je vais pouvoir traverser tranquillement. J'ai mon enveloppe et je vais devoir aller la poster de l'autre côté. Donc ici, on voit qu'il y a du mouvement. Ce qui est à gauche, peut-être, va falloir que je revérifie, etc., etc. Donc ici, on voit qu'on a plusieurs traversées à faire. A, B, C, D. Une fois que j'ai posté ma lettre, je reviens. E, F, G, H. Et on va voir un peu comment ça se passe. Alors, pour éviter Alors, 2 problèmes. Quand on se déplace en réalité virtuelle avec un casque, c'est extrêmement compliqué de ne pas avoir d'espèce de mauvaise sensation où l'œil perçoit qu'il y a un mouvement alors qu'on ne bouge pas au niveau vestibulaire. Donc, cette astuce-là, elle était pas mal. C'était de dire, je me déplace. Et puis d'un seul coup, on se voit se déplacer sous forme de fantôme, entre guillemets, pour éviter ce genre de choses. Et aussi, parce que si jamais on est sur quelque chose qui est de la traversée, ça pourrait éviter à votre patient de voir sa mort arriver directement en première personne. Donc c'était assez intéressant. Après, à voir. Voilà. Donc ici, on se voit traverser et on voit qu'on est pu traverser en totale sécurité. Donc je vais pouvoir passer à l'épreuve suivante. Donc ici, on voit que ça traverse. Donc ici, voilà, plusieurs variations. La taille des pas, la vitesse de véhicule, la direction du trafic, et ici au niveau des variantes, au niveau des voitures, je crois. Parce qu'il y a des voitures qui étaient noires, du coup, c'était moins perceptible que les rouges qui étaient beaucoup plus flagrantes. Donc ça aussi, c'était assez intéressant de voir ce genre de choses. Je vous laisserai aller voir cette vidéo, cet article pour avoir tous les éléments de réponse, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, on voit que c'est un environnement dynamique, donc je suis obligé de suivre un peu ce qui se passe. Et donc ça, c'est assez intéressant. Alors, il y a des éléments plus compliqués. Je traverse, et voilà. Là, on voit le patient, il a aperçu qu'à droite, c'était bon, je pouvais y aller. Donc là, il se laisse traverser, et voilà. Et il passe au suivant, et ainsi de suite. Donc là, ici, on voit qu'il y a à gauche et à droite, donc il faut qu'il prenne les informations très vite, et prendre sa décision aussi très, très, très rapidement. Et ensuite, si jamais c'est pas bon, on ne voit pas une collision, un crash, simplement un son audio qui se joue. Et quand il réussit, voilà, il y a des ballons, il y a du feedback. Bravo, bien joué. Vous imaginez si vous postiez une lettre dans la vie de tous les jours et d'un coup, il y a des ballons qui se mettent à... Ce serait trop marrant. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que c'est pas le sujet. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver cet article, vous pouvez retrouver cette vidéo également. J'essaierai, si j'oublie pas, de mettre les liens. En tout cas, les liens sont dispo, et tout ça est dispo sur ma page YouTube sans problème. De toute façon, c'est là où il y aura le replay, pour ceux qui veulent reprendre. Donc, vous aurez tout ça sous la main. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est d'un exercice que j'ai mis en place avec un outil que j'utilise depuis déjà 3 ans. Et qui m'a permis de travailler. Alors, j'ai fait plusieurs fois différents exercices, mais cette fois-ci, c'est un exercice qui est disponible et que vous pouvez utiliser dans votre pratique si vous le souhaitez. Alors, qui nécessite un petit chouïa de matériel. Petite manette ici, c'est les manettes de la Wii, tout simplement. Donc voilà, ça permet déjà, si un patient avec une émie négligence, souvent ils ont une hémiparésie, donc ils ont un seulement valide, donc avoir ce genre de manette, c'est beaucoup plus pratique aussi pour eux. Et l'environnement qui est donc l'environnement Roger, avec lequel je travaille déjà depuis plus de 3 ans, et qui est un environnement de vie. Donc ici, ce fameux simulateur de vie, ça va être la maison. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Normalement, il n'y a pas de problème de bug ou quoi que ce soit, mais
il peut m'arriver d'avoir fait une petite bêtise quelque part, mais ça, c'est pas trop grave. Parce qu'en fait, c'est moi qui crée les exercices, donc je vais vous décrire ça petit à petit. Il faudra me dire si jamais vous entendez un double son. Quand ça clique, ça va, c'est pas trop gênant. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà cet outil ou pas du tout? Si vous me dites non, je suis trop triste. Ah, si vous connaissez pas, c'est que je fais pas bien mon travail. Bon. Donc, Roger, c'est un outil qui vous permet de créer vous-même vos propres exercices sans passer par du codage. Donc, tout simplement de pouvoir créer une situation spécifique pour vos patients ou d'utiliser des choses qui ont déjà été faites par d'autres. Donc, dans ce cas-là, c'est utiliser l'exercice que moi j'ai fait sur la rééducation de l'héminégligence. Ici, j'ai créé un niveau intermédiaire, donc qui est pas trop simple, pas trop compliqué. Et vous allez voir ici, je suis parti d'un truc très simple. Je suis invité à une soirée, un après-midi, peu importe, un goûter, un repas. Et on m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais venir en avance pour filer un coup de main. Évidemment, comme j'ai une négligence, je ne suis pas venu en voiture, je suis venu à pied. Voilà. Donc ici, l'avatar me dit d'entrer parce que c'est ouvert et qu'il est dans la cuisine. Donc ici, voilà. Ça, c'est le quartier dans lequel on ne peut pas encore aller, mais on pourra bientôt aller. Donc ici, on est vraiment sur une projection via un écran, un PC. Et donc, j'interagis tout simplement avec la manette. Donc ici, je vais rejoindre l'avatar parce que c'est ce qu'il m'a demandé. Donc ici, il y a des cibles au sol qui me permettent de faciliter aussi mes directions et mes prises de décision. Super, je suis en retard pour le repas de ce soir avec toi et nos amis. Tu peux m'aider à préparer le repas et la table, s'il te plaît? Ah oui, on est là pour ça. Pour commencer, va dans le jardin me chercher 2 tomates mûres pour la salade. Ok. Alors, je fais le choix de doubler en direct parce qu'en fait, mon micro est pas terrible. Du coup, j'arrive pas à avoir un son dans lequel je suis satisfait quand je le mets dans Roger, mais c'est quelque chose qu'on pourrait mettre. Un patient qui est mi-négligent aura du mal à lire. Grosse soirée en perspective. Un patient aura du mal à lire parce qu'il y aura des mots qui vont être manquants. Donc, si on a l'audio en plus, ça va pouvoir les aider. Donc ici, des cibles, pour l'instant, tout est sur la droite du patient. Donc, c'est beaucoup plus facile pour lui commencer. Ça lui fait des petits feedbacks en disant, j'y arrive, je peux continuer. Et ça, c'est assez engageant pour le patient. Donc ici, on va devoir prendre 2 tomates mûres, donc les tomates rouges et pas les vertes. Bon, je les ai juste mis à droite pour commencer. J'aurais très bien pu les mettre à gauche, mais ici, on voit que si je déplace mon curseur, les tomates bougent. Elles sont passées à gauche pour le patient. Et c'est ça qui devient un petit peu dynamique. Parce que si je commence par celle-là, ben, en fait, il faut que je me rappelle que l'autre, elle était à gauche. Donc, est-ce que je me souviens de l'emplacement de la tomate ou alors je fais une exploration, un balayage pour la retrouver. Ah, ici, j'ai pris la mauvaise. Voilà. L'avantage d'être dans du semi-immersif, c'est qu'en fait, on peut interagir directement avec le patient en disant bah, voilà, vous êtes bien sûr de la tomate que vous avez pris, vérifiez bien que c'est bien la bonne tomate, qu'elle vous semble mûre, etc. Donc ici, on vient les poser. Merci, je vais les laver pendant que tu mets la table. On n'est que 4. Laisse la partie droite pour les plats et le service. Forcément. Donc je fais exprès de laisser la partie droite pour forcer la mise en place de la table à gauche. Le chien dort, ne passe pas près de lui. Donc là aussi, je fais exprès en fait, je ne peux pas faire le tour de la table pour aller mettre les assiettes de l'autre côté parce que le chien dort. Donc il faut que j'évite. L'objectif, c'est tout simplement de demander à mon patient d'aller chercher des objets qui sont sur sa droite, mettre la table, une tâche écologique, et de venir les placer sur sa gauche. Donc ici, je commence toujours par le plus à gauche. Ici, voilà, j'ai une cible, ça veut dire que je sais que je dois le placer là. Et ainsi de suite, ça va passer. Donc ici, voilà, je fais celle-là. Là, ici, je passe de l'autre côté. Hop. Voilà. Moi, je ne suis pas un patient négligent, donc forcément, mes stratégies sont
bonne. Peut-être qu'un patient, et c'est même sûr, qu'un patient avec une héminégligence, en fait, il ferait peut-être toutes ses rotations sur la droite. C'est-à-dire qu'il prendrait un objet et il viendrait explorer droite, par un coup, en fait, jusqu'à ce qu'il perçoit ce qu'il doit percevoir. Et donc ici, c'est peut-être aussi un peu, peut-être, le forcer aussi à faire venir les cibles dans la gauche. Donc là, peut-être qu'un patient ne le percevrait pas. Et donc, il devrait attendre que ce soit bien ici sur sa droite. Mais ici, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il gagne le plus de temps possible. Donc, pour lui, c'est aussi de faire en sorte d'aller le plus rapidement possible. Parce qu'ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que de temps en temps, les cibles, elles arrivent soit sur sa gauche d'abord, soit sur sa droite. Donc là, ici, c'est très simple. Il y a des cibles. Les objets sont déjà placés. J'ai des indices. Un verre se place devant une assiette. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mettre les fourchettes à gauche. Donc, parce que il paraît que ce sont les règles de bonne conduite. Donc ici, je vais venir mettre les fourchettes à gauche. Donc, ici, devant moi, ça ne pose pas de problème, puisqu'ici, c'est bien à gauche de l'assiette, et non pas à ma gauche, mais à gauche de l'assiette. Et ici, en fait, là, je viens positionner à gauche également. Mais comme je ne peux pas faire le tour, pour positionner la fourchette à gauche de l'autre côté, je ne dois pas la mettre à ma gauche, mais à la gauche de l'assiette. Donc ici, il faut que je la mette à droite, face à moi. Et là, du coup, pour les patients qui ont une négligence, ça devient un peu plus compliqué et plus intéressant parce qu'ils doivent jouer justement sur ce côté rotation mentale que dont travaillait votre collègue tout à l'heure. Ok, parfait. Donc lui, super, je m'occupe des couteaux. Pendant que je termine, tu peux mettre le vin à table, s'il te plaît. Ok, on s'occupe du vin. Je vais faire sortir Roger. Ok, donc il va faire sortir le chien qui est en train de dormir. Donc le chien va se réveiller. Laisse-moi tranquille. Voilà. Alors, ok. Ici, donc je fixe le centre. Je dois prendre la bouteille de gauche pour le blanc et celle de droite pour le rouge. Donc ici, je prends la bouteille de gauche pour le blanc et celle de droite pour le rouge. J'ai décidé de faire ça. J'aurais pu faire autrement, etc. Hop. Parfait. Au niveau du frigo, regarde et dis-moi ce qu'il reste. Alors là, on va être sur de la mémorisation. Donc là, la tâche que je vais demander à mon patient, c'est de se mettre devant le frigo, de l'ouvrir, hop, et de mémoriser tout ce qu'il y a. Ananas, salade, gâteau rouge, jaune, poulet, saucisse. Ok, donc là, je mémorise. Et un patient, peut-être avec une héminégligence, aurait peut-être zappé des trucs, etc. Donc ici, on va aller chercher les croquettes, sont dans le garage, etc. Donc on va aller chercher les croquettes. Vous vous doutez bien que là, on a une tâche distractrice, tout simplement. Ici, les croquettes sont fort à gauche. Voilà, ici, je vais les prendre. Magnifique sachet de croquettes. Donc là, ici, j'ai fait exprès de prendre des croquettes parce que je sais qu'elles prennent beaucoup de place sur l'écran. Donc en fait, il est obligé de s'orienter via sa gauche pour s'y retrouver. Donc là, c'est ma façon de me déplacer. Donc forcément, ça ne représente pas ce que pourrait faire un patient. Ici, c'est simplement vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de bons outils pour travailler avec nos patients. Oui, je vais les ranger à la même place. Donc là, il faut que je me rappelle où c'était. Je vais faire décanter le vin rouge. Donc là, j'ai dû retenir aussi que dans le frigo, il y avait certains éléments. J'espère que vous avez retenu parce que je vous le demande juste après. Hein. Donc commencez à mettre vos réponses dans le chat. Quels étaient les 6 éléments présents dans le frigo? Ah, j'ai été vache, je ne vous ai pas prévenu. Ah, on a sonné, je peux aller ouvrir. Oui, je vais aller ouvrir.
Ok. Là, j'ai fini l'exercice et je fais à mon patient, il y avait quoi dans le frigo? Et donc là, vous me dites, les 6 éléments qu'il y avait dans le frigo étaient... Alors, il y avait des saucisses, de l'ananas, il y avait de la salade, ok. Un gâteau à la fraise, saucisse, un truc pas reconnaissable. Ok. Et alors, est-ce que vous savez me rappeler? Alors, le truc pas reconnaissable, c'était un gâteau. En fait, il y a un gâteau fraise, donc rouge, un gâteau citron jaune. Donc après, ce qu'on peut faire, alors là, on aurait pu aller plus loin et demander aux patients de dire ok, quels étaient les 3 objets qui étaient le plus à gauche. Donc, que ceux de gauche, c'était lesquels? Ouais, dans le poulet était en haut à gauche, si ma mémoire est bonne. Au milieu, le gâteau à la fraise. Ouais. Ok, gâteau rouge, gâteau à la fraise, d'accord. Et l'ananas. Ok. Vous voyez, on peut travailler les fonctions cognitives à distance. En téléréhabilitation, c'est possible. Voilà. Oui, c'est ça, effectivement. C'était quelque chose. C'était ça. Donc, ça, c'est après ce que je demande à mon patient. Et le niveau suivant, en fait, j'aurais mis des objets peut-être un peu plus proches. J'aurais demandé plus de choses, une tâche distractrice plus longue. Il y aurait eu plus de tomates. Les tomates auraient été plus à gauche. Il y aurait eu moins d'indices aussi pour l'aider à correctement mettre les verres, les assiettes, etc. Il aurait été un peu plus dans la débrouille. Et à un niveau plus facile, il y aurait eu des cibles plus grosses, plus d'aides, peut-être moins d'objets. Et en fait, en fonction des réponses et des difficultés de mon patient, je vais lui apporter des aides ou je vais le mettre en difficulté sur certaines choses, etc. Est-ce que vous avez des questions? Comme ça, on pourra clôturer tranquillement la soirée. Quel est le prix de quoi? Du produit? Mais là, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Je ne peux pas te donner un prix là comme ça. Ça dépend de plein de choses. Lundi, j'envoie un. Non, mais attends, sinon bouge pas. Regarde, plus simple. Euh, plus simple, plus simple, plus simple. Je vais te mettre un lien où tu pourras directement prendre rendez-vous et comme ça, on pourra en discuter si tu veux. Ce sera plus simple. Tac, tac, tac. Parfait. Comme ça, au moins, on discutera de tout ça. Ce sera. Alors, en théorie, ça peut fonctionner sur n'importe quel ordinateur, sauf Apple et Mac, donc forcément. Si tu as déjà ces manettes-là, oui, il te faudra simplement, je crois, un tout petit adaptateur pour passer en USB. Alors, en espagnol, je ne parle pas espagnol. Par contre, comme c'est toi qui écris le texte et qui met les voix par-dessus, tu peux l'écrire en espagnol. Et mettre en espagnol. Donc, en espagnol, je peux le mettre en portugais, en anglais, en allemand, en flamand, c'est vraiment un peu comme tu veux, quoi. Donc, en soi, il n'existe pas en espagnol. Il faut voir ça un peu comme... après, on va dire, tu gommes et tu retraduis en fonction de tes patients, de tes besoins. Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui permet de créer par soi-même. En tout cas plus ou moins, ou d'adapter. Donc là, tu pourrais reprendre cet exercice-là, simplement enlever les textes qui ne te vont pas et les remettre en espagnol. Ou changer une consigne parce que tu la trouves pas très claire, etc. Pour résumer, alors le mieux d'utiliser l'environnement écologique, oui, ça c'est sûr. La rue, les magasins, dans l'idéal, si on peut le faire in vivo, donc dans la vraie vie, oui. Si on ne peut pas, utiliser la réalité virtuelle sera plus efficace
que si on utilise du papier crayon, par exemple. Attention, pas toutes les réalités virtuelles fonctionnent dans ce genre de cas, mais il faut quelque chose qui permettrait d'être... faut que ce soit pertinent pour le patient. Si c'est juste dire utiliser la réalité virtuelle pour faire de la réalité virtuelle, ça n'a pas forcément grand intérêt. Il faut que cette réalité virtuelle nous propose un environnement écologique et des tâches écologiques. Je vais juste vérifier si, au moins dans mon lien, les dates sont dispo. Parce que des fois, les... Ouais, c'est bon, il y a des dates en janvier. Voilà, si vous n'avez pas de questions, si vous en avez encore, n'hésitez pas, vous pouvez toujours continuer à les poser. Pour la suite, donc suite à ce webinaire, vous allez recevoir un email avec le replay et des informations. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous pour discuter un peu de tout ça, ça c'est possible. Si vous voulez continuer à discuter, qu'on prenne un rendez-vous juste pour discuter de tout ça ou d'aller plus loin dans votre démarche, pas de problème. C'est ce que je dis. Ceux qui sont désireux d'aller plus loin dans cette découverte, je vous invite à venir me rencontrer virtuellement dans un premier temps. En tout cas, je pense. Physiquement, ça va dépendre aussi d'où vous êtes, parce que parfois, moi, je suis en déplacement et c'est possible que des dates coïncident. Je sais que, par exemple, je suis à Strasbourg en janvier, aussi du côté d'Amiens. Sinon, je suis plus souvent sur Bruxelles et en Belgique, très souvent en Belgique en tout cas. Et du côté de Lille, ça, c'est quelque chose qui est faisable. Exemple, j'étais à Paris lundi, voilà, j'étais sur la côte mercredi. Alors, un résumé, alors il y aura plein de choses, Marianne. Il y aura le replay, donc comme ça, au moins, si tu as raté le début, tu pourras reprendre tranquillement au calme quand tu veux. Et normalement, dans la semaine, je vais réécrire ça sous forme un peu d'article vulgarisé, très simplement, pas forcément sous forme de résumé, mais avec les différents éléments et les points qu'on a pu voir. Et, on pourrait trouver ça soit sur le site soit sur le site internet. Donc là, il faut que je le retrouve aussi, celui-là. Le site internet, je vais vous le mettre. Alors, souvent, très 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 souvent, je poste sur mon LinkedIn. Donc là, comme ça, vous pourrez avoir ces éléments-là. Mais voilà, vous aurez certainement tout ça aussi là-dedans. Je le mettrai en lien. En tout cas, vous aurez le replay. Vous aurez un petit texte écrit, comme ça, vous pourrez le lire tranquillement à votre aise. Voilà. Et alors, pour ceux qui veulent sauter le pas, par exemple, pour mettre la réalité virtuelle dans votre pratique, que ce soit que vous soyez en clinique, publique, privée, que vous soyez en cabinet, en indépendant, peu importe que vous ayez des patients jeunes, plutôt âgés, il n'y a pas de problème. Vous pouvez facilement sauter le pas et utiliser la réalité virtuelle. On peut également prendre rendez-vous pour en parler. Moi, je suis là pour vous aider à dynamiser votre pratique et à utiliser les outils les plus efficaces et à vous faire comprendre que vous pouvez leur faire confiance. Pour la réalité virtuelle, en tout cas, ça dépendra desquels, bien sûr, mais voilà. Et il s'est changé d'écran. Ah, c'est mieux. Voilà, voilà. Bon, si vous n'avez plus de questions, je vais terminer du coup ce webinaire et voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon réveillon demain, soyez sages. N'hésitez vraiment pas à revenir vers moi par mail, par rendez-vous, peu importe, vraiment, je suis disponible pour ça. Et voilà. Oui, la prochaine, donc c'est fin janvier. Vous aurez toutes les infos si vous êtes inscrit à la newsletter. Sinon, vous allez checker, vous verrez, vous aurez l'info quelque part. Et ce sera sur la législation, tout ce qui est troubles cognitifs, AVC, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, Alzheimer, etc. Et là, vous aurez tout ça dans le prochain webinaire. Et après, on parlera de mémoire prospective et l'évaluation diagnostique via la mémoire prospective en réalité virtuelle. Et après, on fera aussi handicap, etc. Voilà. Bon, tant mieux si c'était intéressant.
Bonne fête de fin d'année à vous aussi également et à très bientôt.